Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série Préparation à la certification Azure Network Engineer, la Z700, série de vidéos consacrée au réseau dans Azure. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour Stanislas. Eh bien, après une première vidéo où nous avions parlé des réseaux virtuels dans Azure, cette fois-ci, nous allons nous concentrer dans la suite logique sur la partie connectivité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par connectivité? Il y a 2 éléments qui nous intéressent, aujourd'hui, dans cette vidéo, à savoir la connectivité entre des réseaux virtuels. On en a parlé la dernière fois, tu nous as expliqué que le réseau virtuel était, une ressource qui était isolée, l'une par rapport aux autres, mais peut-être qu'à des moments, des ressources isolées, se sentent vraiment seules et elles ont envie d'avoir des amis, et donc d'en rencontrer d'autres. La connectivité, ça peut vouloir dire également comment on se connecte, c'est de se connecter, sur site, sur des infrastructures sur site et ça, pour le coup, ce sera l'objet d'une autre vidéo où on parlera, de VPN, site à site et d'ExpressRoute et puis, dernière chose dont on va traiter dans cette vidéo, eh bien, c'est la partie, Azure Virtual WAN qui, du coup, sera un petit peu une évolution, une suite logique à ce que tu nous as raconté dans la vidéo sur les VNet, quand tu nous as parlé des topologies, hub and spoke. Alors Nadine, on va commencer par le début, hein. 2 VNet sont seuls, isolés et ont envie de parler, hein, et donc qu'est-ce qu'on peut faire? On va créer un VNet peering entre les deux VNets. C'est une connexion bidirectionnelle niveau 3. Les deux VNets peuvent être dans la même région, dans des régions différentes. Ça sera dans ce cas-là un global VNet peering. Et donc, ça va nous permettre de faire plein de choses, soit faire communiquer uniquement les workloads dans les deux VNets, mais au-delà de ça, on peut utiliser par exemple la gateway d'un VNet hub dans la topologie Hub and Spoke pour pouvoir aller se connecter au site on-prem. Pour cela, il va falloir juste sur la configuration du peering côté Spoke, activer une feature qui dit qu'on va utiliser la gateway distante, donc Use Remote Gateway, et au niveau du hub, on va permettre l'utilisation de sa gateway, donc Allow Gateway Transit. On peut faire aussi du service chaining ou l'utilisation, par exemple, à gauche, qu'on peut voir ici, passer par la NVA. Pour cela, il va falloir utiliser une UDR, donc User Defined Route, pour pointer tout le trafic vers la NVA avant de sortir vers l'extérieur, par exemple. Donc là, Et on a donc, un bon résumé de ce qu'il faut absolument connaître pour la certification, c'est-à-dire les différentes options qu'on va avoir lorsqu'on configure un peering. Parce que quand on configure un peering, on va le faire VNet par VNet. C'est-à-dire que là, si je veux faire un peering entre ce hub ici et ce spoke, je vais venir configurer le peering du côté du spoke. Et là, je vais configurer en disant, je vais utiliser une remote gateway. Et quand on sera ici sur le hub, quand on configurera le peering, on va dire, j'autorise à être un transit pour aller après sur site. Donc c'est vraiment les 3 éléments de configuration, à savoir ici le service chaining avec l'UDR, là pour passer par une appliance virtuelle, ou ici les 2 options sont très importantes à savoir et de savoir où est-ce qu'on fait cette option. D'accord? Donc on ne configure pas par exemple le remote gateway sur le hub, ça n'a pas de sens, parce qu'on l'utilise elle-même pour repartir. exactement. Donc, la NVA peut être un device VPN aussi, hein. Donc, il y a deux options. On peut utiliser le service natif. Et là, il suffit d'activer ces deux features ou ces deux Mmh. fonctionnalités au niveau du peering. Mais sinon, on peut utiliser une appliance VPN. Mais dans ce cas-là, il faut juste gérer le routage pour lui dire justement d'une autre manière d'utiliser ce device-là pour la connexion VPN. Un point qu'on doit signaler également, hein, c'est la notion de non-transitivité. Le fait que le VNet A ici soit appairé avec le hub ne veut pas dire qu'effectivement, une fois qu'il est appairé, il va pouvoir aller, enfin, si le hub ici est appairé avec le VNet B, donc on a un peering et on a 2 peerings, ça ne veut pas dire que, de base, le VNet A peut aller vers le VNet B. Il n'y a pas de notion de transitivité dans la notion de peering. Donc si, une VM dans le VNet A, veut parler à une VM dans le VNet B, comment on va faire, Nadine? Alors, on peut utiliser la NVA justement, ou un device qui fait de l'IP forwarding. Et donc, on va utiliser la connexion, le peering 1 vers la NVA, et puis c'est la NVA qui reroute le trafic vers le VNet B, ou Et ça VM voudra dans la VNet B. Et ça voudrait dire que probablement sur le VNet B, on va également pointer vers la NVA parce qu'un paquet réseau passe dans les 2 sens.
Exactement. Dans les 2 Voilà, sens, il faudra faire attention, aux UDR, donc ajouter une route à droite et une route à gauche vers la exactement. NVA. Voilà. Donc ces options-là sont fondamentales. Pour le coup, il y a vraiment à connaître, déjà parce que dans la vraie vie, ça vous servira et ça vous empêchera de faire des bêtises et pour la certification, c'est vraiment les questions les plus classiques qu'on peut avoir, d'avoir, un cas qui vous dit, bah, par exemple, telle machine veut parler avec un serveur sur site ou telle machine veut parler avec un serveur dans un autre VNet. Quelle option on va choisir? Est-ce qu'on va prendre, Allo Remote Gateway, ou Use Remote Gateway ou UDR? Là, vraiment, c'est les questions typiques qu'on peut avoir pour cet examen-là. Et donc, il faut bien comprendre effectivement les subtilités. Et donc, ce schéma-là, finalement, est un très bon résumé. Si on a une fiche, sur son petit carnet de révision, c'est ce schéma-là qu'il faut bien comprendre. Une petite précision, à un VNet, Oui. par exemple, les SPOC ici, s'ils vont utiliser la gateway du hub, ne pourront pas avoir leur propre gateway. Donc, à un VNet, d'une manière générale, aura une seule gateway pour sortir, soit une gateway locale qui est déployée dans le VNet, ou bien Mhm. une remote ou une gateway distante qui est placée dans le hub. Mais on Mhm. ne peut pas avoir les deux. Alors, c'est grâce à aux fonctionnalités Use Remote Gateway, Allow Gateway que en fait, le routage est mis en place. Donc, derrière, ce qui se passe, c'est les routes BGP qui sont injectées dans les tables de routage des deux côtés. Donc, pour un VNet, ce qu'il faut retenir, par exemple, il peut y avoir une question comme ça, si un VNet possède déjà une gateway qui utilise une gateway, est-ce qu'on peut activer cette fameuse Use Remote Gateway du hub? Donc, la réponse sera non. Il y a d'autres solutions, on peut utiliser une NVA pour faire le VPN ou casser le peering pour déployer une gateway dans le premier VNet. Mhm. Donc là, tu as commencé à introduire la notion de BGP. On va beaucoup en parler plus tard. D'accord, Eh oui, nice. BGP, c'est du réseau, mais ça tombe bien, c'est une certif réseau, donc il faudra connaître un petit peu les basiques de BGP, et ça, tu nous en reparleras dans la partie routing et très probablement dans les parties VPN également, pour les options de résilience des passerelles VPN. Donc voilà, on retient bien ce schéma, très important pour la certification et pour toute architecture Azure. Du coup, si on résume, un VNet peering, vous aurez trois options dans la configuration lors de la création de votre peering. Donc le peering se crée du réseau source vers destination, et puis il faut le faire dans les deux sens parce que c'est vraiment les deux côtés qu'il faut configurer. Et donc il faut choisir effectivement lors de la configuration d'un peering A vers B des options, et de B vers A, ce sera probablement d'autres options. Service chaining, gateway transit. Donc si on va vous parler de on-premise, il y a des grandes chances effectivement que pour les SPOC, eh bien, ce sera cette option-là à activer. Et ça, pour les hubs, ce sera non. C'est dans l'autre sens, ouais. Pour les hubs, ce sera celui-ci, effectivement, la passerelle qui sera sur le hub servira de transit pour aller sur site. Et pour les VNet SPOC, effectivement, d'utiliser la remote gateway qui elle est sur le hub. Voilà. Donc ça, c'est les points importants vraiment à retenir pour cette partie-là. Je ne sais pas si j'ai mis un lien ici, il y a peut-être un petit schéma. Bah, c'est le même schéma, parce que je l'aime bien ce schéma. Voilà, tout simplement. Alors pour la partie connexion on-premises, donc connexion de réseau virtuel dans Azure à destination d'une infrastructure qui sera demeure dans un data center par exemple, on verra ça dans une autre vidéo, Nadine. On parlera beaucoup de passerelles VPN site à site, on parlera d'ExpressRoute, mais là pour le coup c'est vraiment un gros morceau à traiter qui est très important pour la certification, et donc ça on le verra dans une autre vidéo. Dans cette partie connectivité ici, on va parler néanmoins d'une évolution ou de quelque chose d'un peu plus large que simplement l'architecture Hub and Spoke dont tu nous as parlé dans la première vidéo. Et là, maintenant, bah, du coup, je vais te laisser nous parler d'Azure Virtual WAN. Alors, Azure Virtual WAN, c'est un service réseau managé, donc qui inclut plusieurs composantes de routage, de sécurité. On va peut-être voir par la suite. Donc, c'est basé sur l'architecture Hub and Spoke ou la topologie Hub and Spoke, qui va permettre la connexion d'un hub central, comme ce qu'on a vu pour le Hub and Spoke, avec des VNets, mais aussi permet d'avoir plusieurs points de terminaison, type ExpressRoute, site à site ou point to site.
Donc, ça répond à pas mal de besoins dans des use cases où aujourd'hui également, on peut avoir des hubs dans des régions différentes avec exactement les mêmes connexions. Donc, on peut avoir c'est le Virtual WAN, une sorte de WAN qui va connecter tout ça, qui va permettre d'avoir le routage qui est un peu managé, géré. Donc, au lieu de faire, par exemple, le peering avec tous les spokes, c'est mis en place en un clic. Pareil pour les connexions ExpressRoute ou VPN. Et aussi, ça va permettre d'aller plus loin dans la capacité, par exemple, on peut avoir un débit de 20 gigabits par seconde pour le VPN, pour l'ExpressRoute. On peut avoir un nombre de sites en VPN plus important. Par exemple, on peut aller jusqu'à 1000 connexions, je crois. Donc, ça permet d'avoir cette possibilité, cette flexibilité pour l'évolutivité et puis profiter du débit élevé, plus les fonctionnalités de routage, de transit global. On appelle ça any to any. Donc, on aura la possibilité de se connecter, par exemple, depuis une branche on-prem vers un VNet ou vers le site ExpressRoute, avec aussi une petite particularité où on a facilité un peu la configuration des sites on-prem, par exemple les devices SD-WAN. On a plusieurs partenaires et donc on a vraiment facilité la connectivité en configurant automatiquement les devices. C'est l'un des avantages du Virtual WAN. On a deux SKU, une SKU de base, où là, on va avoir un seul hub et des connexions VPN, pas d'ExpressRoute. Et on peut avoir la SKU standard, où là, on va avoir la totalité des services avec les différents types de points de terminaison. Et on peut s'étaler sur plusieurs régions avec un maillage ou en mesh des hubs entre eux. Alors effectivement, du coup, on comprend que, bah, finalement l'Azure Virtual WAN, c'est, une architecture hub and spoke sous stéroïdes, hein, dans le sens où souvent quand on commence à faire de l'Azure ou qu'on met en place une solution, on va la faire localement, on suit les bonnes pratiques, on fait une architecture hub and spoke, un hub central, des spokes autour et puis tout d'un coup on s'aperçoit qu'en fait, on va devoir reproduire la même chose dans un autre continent ou un autre pays et on commence à avoir du coup plusieurs petites étoiles, hein, plusieurs hubs et encore plus de spokes et effectivement le Virtual WAN va amener toute la glue qui va bien pour permettre finalement de ramener tout ça dans un ensemble cohérent en termes de routage, ça c'est important, et de se dire, bah voilà, au lieu de refaire des liaisons après direct de hub à hub et puis de trafiquer des tables de routage, eh bien le Virtual WAN va permettre finalement de gérer ça à l'échelle et de gérer en fait ces ensembles de hubs régionaux qui s'appelleront du coup des virtual hubs, ça porte bien leur nom, hein, je crois d'ailleurs, j'ai dû probablement avoir un petit schéma par ici, hein, le hub and spoke, voilà, et donc on peut avoir du coup des choses qui commencent à ressembler à ça, où là, effectivement, on peut avoir un virtual WAN qui lui va être relié à, par exemple, des infrastructures sur site ou donc ça par de l'ExpressRoute ou par des branch office avec des VPN site à site, mais également à différents spokes qui sont pour un projet donné dans une région. Et c'est là où on commence à voir, on dit bah là, si j'ai un virtual hub, ben, tout ça va être relié ensemble et tout va être agrégé entre guillemets de manière un peu plus cohérente. Et c'est toute la beauté de Virtual WAN. Donc comme tu l'as dit, un Virtual WAN, de base, si on est dans la SKU ou le mode de licensing basique, on pourra faire en gros, on pourra interconnecter en gros des VNet et des VPN site à site et c'est tout. Exactement. Ce qui est bien, mais après, quand on va un peu monter l'échelle, on va peut-être vouloir ajouter effectivement de l'ExpressRoute et des choses comme ça. Donc retenez que, pour l'assertif et pour la vraie vie, que si vous voulez utiliser de l'ExpressRoute dans votre Virtual WAN, on n'a pas trop le choix. La SKU, c'est la SKU standard. D'accord? Celle-ci. Donc ça, c'est important. Euh, je crois que tu l'as dit, mais c'est important de dire qu'effectivement, cette architecture réseau, elle va transiter quand on va être sur plusieurs virtual hubs qui seront, par exemple, sur différents continents, différentes régions Azure. Toutes les communications ne vont pas passer entre guillemets par le réseau public Internet, mais vont passer par notre backbone. Tout à fait. Toutes les connexions restent sur le backbone Azure entre les régions et dans la même région. Et même pour les connectivités avec les points de terminaison externes, on va rester le plus longtemps. C'est le routage cold potato. On reste le plus longtemps possible sur le backbone Azure avant de sortir par un point de présence ou au Exactement. plus près de l'utilisateur. Et ça me permet de revenir encore sur ce magnifique schéma qu'on avait déjà vu tout à l'heure, mais
quand on regarde l'infrastructure globale de Microsoft, j'ai cliqué un peu vite, on va revenir dessus, hein. Mais aujourd'hui, effectivement, entre nos data centers, on a des grosses connectivités. On a plus de 185 points de présence, POP, Point of Presence, dans le monde. Donc, un point de présence, c'est l'endroit, c'est le point d'entrée dans le réseau de Microsoft. Et on va dire qu'il y a l'Internet public, et puis après, il y a le point d'entrée dans le réseau Microsoft, et après, nous, on gère notre routage et nos connexions à l'intérieur de ce réseau. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on a également beaucoup de fibres optiques qui ont été tirées, parce qu'on a des câbles transatlantiques, on est partenaire de certains autres opérateurs, etc. Et donc ça, c'est important. Donc la petite carte tout à l'heure que je montrais ici, qui est en train d'être chargée, montre effectivement que quand on regarde on va skipper l'intro ici, hein. Ok, maintenant je peux explorer. Si on prend par exemple, on va retourner sur la zone européenne, hein. C'est tellement Star Wars ce truc-là. Mais là, par exemple, ici, on voit plusieurs data centers, donc, enfin, ou régions Azure. Donc là, on a France Centrale, par exemple, avec le petit détail derrière, etc., avec les fonctionnalités. Et puis, on voit des petits points ici, des petits points bleus, qui ne sont pas des régions Azure en tant que telles, mais qui sont justement ces fameux points de présence. Alors, je sais pas, voilà, ça arrive bientôt. Et donc, vous avez voilà, un network POP. Donc là, c'est à Rabat, par exemple, au Maroc. Il n'y a pas de région Azure en tant que telle. Par contre, si on a des clients qui sont au Maroc, le point le plus court pour rentrer entre guillemets dans le réseau Microsoft, dans le fameux backbone, effectivement, il est ici. Et donc ça a une importance parce que quand on va faire des connexions, par exemple VPN site à site, on peut rentrer par les points de présence, par justement rentrer dans le réseau Microsoft par ces points-là particuliers. Vous voyez qu'il y en a un petit peu partout qui sont dispatchés. Il y a beaucoup plus de points de présence que de régions Région. Azure. Voilà. Décidément, j'aime bien cette carte. Tu nous as parlé tout à l'heure Elle est bien. des... Alors, oui, le Virtual Hub, du coup, on comprend que quand on va avoir plusieurs hubs dans une infrastructure, une architecture Azure Virtual One, on va devoir du coup gérer ce routage. Et là, il n'y a pas de magie, hein. On va pas trop gérer des tables à la main. Ce sera plutôt BGP, hein, que tous les gens qui font du réseau connaissent bien. Tu veux nous détailler Oui. un peu BGP ou BGP peut-être dans une autre vidéo, mais de toutes les manières, c'est le protocole de routage qui est utilisé sur Internet, donc pour l'échange de routes publiques. Et là, c'est ce qui va être utilisé pour gérer le routage entre les différentes gateways, l'Express Route Gateway, la VPN Gateway et puis le SDN, le Software Defined Network, ou le routage aussi avec les VNet, autrement dit. Donc, il y a un routeur par hub qui va gérer toutes ces connexions, l'échange des différentes routes pour éviter d'aller mettre les routes à la main pour pouvoir permettre ces connectivités entre les VNet et puis l'on-prem. On appelle ça des connexions. Donc, une connexion, c'est la connexion entre le hub et un VNet ou avec un site on-prem, que ce soit avec de l'ExpressRoute ou du VPN, ou encore aussi une connexion d'un utilisateur en point to site. Donc, on a une table de routage par défaut, par hub, où là, toutes les connexions vont venir propager leur route vers cette table de routage. Pour les VNet, on a une spécificité. On peut créer des tables de routage customisées, où là, par exemple, on peut ne pas tout mettre pour pouvoir, par exemple, créer ces fameux réseaux bleus ou rouges pour connecter uniquement les VNet entre eux et permettre d'avoir des réseaux un peu plus ou moins isolés. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités qu'on peut utiliser et de flexibilité dans ce modèle. On peut aussi, au niveau du hub virtuel, déployer un Azure Firewall, par exemple, pour pouvoir filtrer les flux et permettre aussi que ce soit le flux vers Internet ou depuis Internet, ou encore le flux entre les branches et les VNet. On peut déployer des NVA, mais on a une liste de partenaires dont les NVA peuvent être déployés dans le hub. Sinon, pour les SPOC, par exemple, on peut déployer les NVA comme dans un VNet ordinaire. Alors, on a effectivement des partenaires sur la partie Virtual One. Donc, c'est ces fameux NVA dont tu parles, ou ça, c'est des partenaires qui permettent du coup de gérer Azure Virtual One, mais au travers de leurs interfaces? Je pense que ça, c'est la partie SD-WAN. Donc, les partenaires qui ont des NVA, ça peut être des NVA SD-WAN ou Firewall. Ça, c'est ce qu'on peut déployer dans le hub. Mais sinon, pour en fait nos partenaires SD-WAN qui viennent se connecter à ce Virtual WAN depuis l'on-prem avec leur device CPE. Donc là, ce que tu montres,
c'est ce qu'on peut déployer dans la NVA. Donc, si tu peux montrer juste la liste de ce qu'on Ouais. a aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est Lesquels les sont NVA qu'on peut classiques? déployer dans le hub pour pouvoir gérer soit la connectivité, soit aussi le filtrage pour les NVA qui ont des fonctionnalités firewall. Aujourd'hui, c'est le Fortinet qu'on peut avoir. Sinon, en fait, on a automatisé aussi la configuration des CPE des devices SD-WAN on-prem pour pouvoir venir se connecter au Virtual WAN en VPN, mais d'une manière beaucoup plus rapide et automatisée. Donc, il suffit de donner l'accès en gros au contrôleur de ces devices SD-WAN à l'API qui va bien. Donc, charger les informations du device, télécharger la configuration et lancer la configuration des devices on-prem pour pouvoir les configurer et monter les tunnels VPN, les tunnels IPsec automatiquement. Donc là, on a une liste de partenaires et ça facilite vraiment la configuration de plusieurs sites en même temps. Et ça s'inscrit dans l'optique et l'idée d'automatiser le maximum de tâches en termes de routage et de connexion avec le Virtual WAN. Donc voilà, retenez effectivement toutes ces choses-là sur Virtual WAN, les SKU, lesquels sont avec ExpressRoute ou pas, comment fonctionne le transit. Je rappelle et je réinsiste sur les points de présence, c'est super important. Par exemple ici, vous voyez que vous avez MRS 20, MRS Marseille, et donc ceux qui connaissent ces noms-là savent chez qui on est comme opérateur, hein. En fait, MRS 20, vous verrez que c'est un data center géré par un fournisseur telco. Il n'y a pas tout sur cette carte. Cette carte, elle est un peu simplifiée parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à mettre. Mais ça vous donne un peu une idée de comment ça fonctionne et les différents objets qu'on peut avoir côté réseau. Voilà. Eh bien, Nadine, je crois qu'on vient de terminer la partie connectivité, les grandes choses à retenir en résumé. Et on se retrouve du coup eh bien, prochainement pour une nouvelle vidéo, hein, d'une autre partie qu'il faut réviser pour cette certification et avoir les connaissances sur la partie effectivement réseau. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez tous les liens vers la mind map, vers les slides, vers la playlist directement dans la description qui est sous cette vidéo. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt.